Serge Morand, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour, il n'est pas trop tôt ou trop tard parce que vous êtes en Thaïlande? Non, il est 19h, ça va encore. C'est parfait. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on Avec commence par plaisir. le début. Quel est le lien entre l'écologie et la santé? En fait, ce lien entre écologie et la santé, il peut remonter très loin. Si on lit Hippocrate, que vous connaissez forcément en termes de médecine, il parlait déjà des liens avec les humeurs, les lieux qui étaient importants. Mais c'était une vision très pessimiste, c'est-à-dire qu'on n'agissait pas sur l'environnement. Et c'est vraiment à partir du 19e siècle que l'environnement est pris en compte avec le démarrage de l'hygiénisme, en Allemagne notamment, et surtout avec aussi la médecine coloniale où on met vraiment en évidence les relations entre le développement, la santé humaine, la santé animale, y compris déjà les phénomènes climatiques. Je pensais que vous alliez nous parler surtout d'alimentation bio, de polyphénol, de pesticides. C'est pas ça? Alors, ça peut être ça, mais ça, ce qu'on appelle souvent la santé environnementale, qui est très, très étudiée, notamment par nos collègues de l'INSERM. Donc, on peut dire, oui, l'écologie de la santé va s'intéresser à tout ce qu'on appelle l'exposome, ce que vous venez de présenter, hein, les insecticides, les polyphénols, les autres molécules. Et ça englobe aussi des aspects de santé, je dirais, dus aux maladies infectieuses, des fois aussi aux maladies je dirais, environnementales de façon très large. C'est vraiment cette compréhension qui peut se faire entre les facteurs environnementaux, les agents qui peuvent créer des maladies, des infections et des maladies, et voire pas que simplement des infections communicables, transmissibles, et les sociétés humaines et les individus qui peuvent présenter des susceptibilités plus ou moins importantes. Alors, quand on parle de santé, on pense souvent à la santé du corps, mais est-ce qu'il y a la santé mentale aussi? Est-ce qu'elle a un lien avec l'écologie? Tout à fait, et avec la nature. Alors, c'est des travaux qui ont été développés par ce qu'on appelle la psychologie environnementale, des travaux aussi qu'on s'est développés en France et ailleurs, par exemple sur les jardins thérapeutiques. Et je parlerai alors en Asie du Sud-Est parce que je connais un peu mieux Hong Kong. Singapour, face à le vieillissement de sa population accéléré, d'ailleurs comme au Japon, comme en Chine bientôt, comme à Taïwan, ou Corée, se pose le problème de maintenir les personnes âgées en bonne santé le plus longtemps possible, et y compris évidemment en bonne santé mentale, d'où l'idée de développer des jardins thérapeutiques, donc c'est-à-dire des jardins qui vont permettre aux personnes d'être en contact, ou de faire d'une animation, d'être en contact avec la nature, avec les plantes, mais en même temps c'est dans un contexte d'urbanisation, d'un contexte je dirais, de mettre du vert dans la ville, donc il y a aussi une contribution aux îlots de chaleur, et il y a une contribution aussi finalement à la biodiversité, parce que les parcs, ils travaillent et choisissent avec les personnels de santé et aussi avec les usagers des plantes qui vont pouvoir attirer les animaux et donc maintenir une biodiversité en ville. Donc c'est un peu ça, et finalement c'est cette santé qui est à la fois une santé communautaire et une santé avec la nature qui se découvre. Vous parlez de biodiversité, elle a un rôle important dans l'émergence des maladies infectieuses. Oui, elle a un rôle important. Les maladies infectieuses, c'est dû à quoi? Comme les maladies parasitaires, à des agents infectieux et parasitaires, des virus, des bactéries, des protistes, des vers, et puis avec tout un ensemble de vecteurs et des vecteurs arthropodes. Donc, quand on regarde la diversité des maladies infectieuses et parasitaires dans le monde et par pays, c'est relié fortement à la biodiversité, parce que ces virus, ces bactéries sont partie de la biodiversité, ils ont des réservoirs. Donc biodiversité égale biodiversité. Mais le problème, ou la chose bien, c'est qu'on peut penser, c'est qu'il y a un danger potentiellement important. Pourquoi finalement on peut avoir des soucis ou moins de soucis avec une baisse ou une augmentation de la biodiversité? Parce que quand la biodiversité est riche pour un lieu donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi des prédateurs qui vont réguler des réservoirs. Par exemple, les rats et les souris.
qui sont des bons hôtes pour pas mal de maladies infectieuses, mais qui sont aussi régulés par les oiseaux ou même les chauves-souris, les vecteurs, qui vont aussi réguler la transmission. Et puis, il y a plein d'espèces qui vont être des compétitrices avec d'autres. La biodiversité, c'est des interactions, ce sont des régulations. Et on se rend compte que ces régulations participent aussi de la régulation de la transmission des maladies infectieuses. Quand on a une épidémie, ça veut dire qu'on a un problème de régulation de la transmission. Et ça, on s'aperçoit, si je l'ai pu le montrer aussi avec des statistiques, sur des bases de données, que la perte de biodiversité relative dans un pays s'accompagne d'une augmentation des épidémies de ce pays. Tout se passe comme si on perdait l'essentiel propre de la biodiversité, la régulation et des interactions. Alors, ce sont quoi les solutions aujourd'hui? Il faudrait arrêter les cultures ou les élevages de même espèce, qui sont soi-disant en général plus rentables pour des espèces plus endémiques, plus adaptées? Alors oui, il faut qu'on travaille, ce que d'ailleurs l'UICN recommande ou d'autres, avec l'UNESCO aussi, on travaille sur ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on a bien démontré, nous en tant que scientifiques, quand ça va mal, ça va mal. C'est-à-dire que tout ce qui va faire la déforestation, la simplification, l'accroissement, je dirais l'intensification agricole, l'élevage industriel, les plantations commerciales, tout ça s'accompagne de problèmes de perte de biodiversité et généralement d'émergence de pathogènes. Donc maintenant, ok, ça va mal, ça va mal. Il faut des solutions, il faut donner maintenant des solutions qui avancent, qui montrent qu'on peut changer les choses. On a parlé tout à l'heure justement du vert dans les villes et notamment ce qu'on appelle des forêts urbaines. Donc montrer ce genre de solution qui peut être intéressante, mais il faut démontrer que ça marche. Il y a les reforestations, le fait de faire de la reforestation, de faire tout ce qu'on appelle l'éco-pastoralisme, c'est-à-dire remettre les espèces, les races locales dans leur environnement local, remettre l'agriculture finalement au centre, redévelopper l'agroforesterie et voir la reforestation. Alors, on doit dire, et ça c'est des solutions assez positives qui vont redynamiser les territoires, c'est ça un peu le but, et qui finalement vont travailler sur cette santé, sur une santé partagée, santé des plantes, santé des écosystèmes, santé des animaux et support pour la santé des humains. Mais là, je dois dire, pour l'instant, nous manquons encore de preuves scientifiques. Pour l'instant, ce ne sont encore que des hypothèses, mais on travaille pour essayer de rapidement montrer ça. Et ça va pouvoir certainement aider dans la prévention. C'est pour ça, c'est parce que vous avez encore ce manque d'expérience qu'on a l'impression que les acteurs, donc il y a d'un côté les acteurs de la santé, ceux qui protègent les animaux, ceux qui protègent l'environnement. En gros, si je vous suis bien, il faudrait que tout ce monde-là collabore ensemble. Et voilà, et ça c'est ce qu'on appelle la collaboration Une Seule Santé, One Health, et ça démarre en France avec Une Seule Santé, ça démarre au niveau mondial. J'ai la chance de participer le panel d'experts Une Seule Santé, qui a été mis en place par l'organisation, la réunion des 4 organisations internationales, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO, donc c'est-à-dire pour l'agriculture, plus le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ça veut dire on a maintenant, je dirais, les capacités de pouvoir mettre en place. On a discuté aussi il n'y a pas très longtemps, la Banque mondiale s'y intéresse, c'est-à-dire dans les projets de développement et surtout au Sud, finalement de mettre en place des stratégies Une Seule Santé, c'est-à-dire de considérer que le baromètre effectif, et moi je suis un écologue plutôt, mais ce qui va nous donner notre mesure effective, c'est la qualité du bien-être humain, la qualité de la santé humaine, l'espérance de vie en bonne santé. Finalement, atteindre cette échelle-là, ça ne peut se faire que sur la base d'une coopération multisectorielle, et nous, l'écologie, on est prêt à y participer. Quelles leçons est-ce que vous tirez de la crise sanitaire ? Au départ, une très grande, je dirais pas frustration, mais l'idée d'avoir en fait dit que la prochaine peste allait arriver, que nous allons arriver aux épidémies, que nous étions en phase d'épidémie. Donc c'est vrai que c'est une sorte de vision qui a été faite, et ça fait plutôt, on préfère se tromper que de faire ce genre de prévision. Mais par contre, on a vu quand même quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'il y a une mobilisation qui s'est faite de tous les acteurs,
même s'il y a des moments, la crise sanitaire, comme d'ailleurs toutes les crises, hein, c'est pas des bons moments hein, pour normalement prendre les meilleures décisions, les meilleures hypothèses. Mais je vois des choses par contre qui se passent où on parle au niveau des organisations internationales, mais on le voit aussi au niveau des régions françaises. Je vois que la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place sa vision d'une seule santé pour promouvoir finalement le développement de la région Nouvelle-Aquitaine qui va faire face à de nombreux problèmes. Il avait le changement climatique et en d'autres, on l'a bien vu avec les feux de forêt. On voit aussi la ville de Lyon qui prend aussi le One Health comme étant quelque chose qui va servir au développement et au bien-être de la population lyonnaise. Donc voilà, on a des initiatives au niveau local, on a des initiatives au niveau régional et on a des initiatives au niveau international. Et ça, finalement, c'est la crise sanitaire qui a fait cette prise de conscience de nombreux décideurs politiques et de pas mal d'experts. Donc oui, on va y arriver. On va éviter la prochaine. On va y arriver. Je voudrais que vous profitiez, nous avons ici de nombreux acteurs de la santé, cliniques, hôpitaux privés. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire cet après-midi ? Alors moi, je vais déjà d'une part les remercier parce que et pas simplement que pendant les crises sanitaires. Hein, je pense que ce qu'elles nous démontrent en tout cas, c'est que nous avons besoin de systèmes de santé publics et privés de qualité résilients face aux crises. C'est ça, quoi. On a bien montré que finalement, ils sont pas si résilients que ça, et ça va être important. Et on l'a bien vu aussi pour la même chose pour nos systèmes de santé vétérinaires, et qui sont essentiellement finalement la profession vétérinaire privée. Hein. Et donc, on l'a bien vu qu'il y a un effort à faire pour finalement maintenir la résilience de ces systèmes. Et je pense aussi que, en ayant discuté avec de nombreux de vos collègues, de vos confrères, et à différents niveaux et au niveau des instituts, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut éviter beaucoup de surcharge ou de mal-être ou de problèmes dans l'hôpital, hein, qu'il soit privé ou public, hein, c'est pas le problème, en travaillant sur la prévention, c'est-à-dire en travaillant sur l'environnement. Et pour améliorer finalement le bien-être et la bonne santé de nos concitoyens, et finalement réserver l'hôpital pour tout ce qui est vraiment le plus dur et le plus difficile à traiter, quoi. Merci beaucoup Serge Morand. Alors il y a eu des questions, mais je pense que je vais les réserver pour la table ronde suivante. À mon avis, la personne est plus apte à vous répondre. Lamine, est-ce que tu veux réagir ? Juste un mot, merci pour vos mots, Serge. Et également dire que le système de santé résilient, oui, mais il a tenu, mais il est fatigué, quoi. Il est fatigué. Et il faut qu'on se repositionne et qu'on redonne du sens et un cap. Quand la température monte, effectivement, peut-être que le paradoxe de la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui fera baisser cette température, et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'en France, on ne progresse souvent que sur la contrainte, et cette contrainte-là, elle est forte, donc on y est sensible aussi. Donc merci en tout cas pour le décalage et pour votre témoignage. Merci beaucoup Serge Morand, merci. Et un très bon congrès à vous et un grand merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.